Pour débuter, on va parler du rapport au stress. Le stress, d'une part, ça nous bouffe le moment présent et d'autre part, ça nous empêche de faire des choix correctement parce qu'un individu qui est stressé, finalement, il n'est pas ouvert à ce qui se passe en dehors puisqu'il est concentré sur l'intérieur. L'intérieur le prend tellement qu'il ne peut pas sélectionner les bonnes variables dans l'environnement. Le stress nous empêche de faire des choix qui sont bons pour nous, qui sont simples pour nous et donc nous amène à des états de peur qui font qu'on fait des choix non pas par envie, c'est-à-dire un désir qui va nous driver, mais par défaut, c'est-à-dire par peur de perdre, par honte, par culpabilité potentiellement, par peur de l'effondrement économique, par peur de, je sais pas, il y a mille et une peurs. Le stress amène très souvent à des addictions. Les addictions, on va essayer de lutter potentiellement contre, donc on va se taper dessus quand on n'arrive pas à faire diminuer nos addictions. Du coup, on va culpabiliser en réaction, on aura honte potentiellement de nos comportements. Le stress, c'est le premier vraiment domino dans l'effondrement. Je m'intéresse à ça parce que à la base, finalement, j'étais quelqu'un de très stressé. J'ai passé 20 ans de ma vie à me réveiller avec une boule au ventre, à ne pas pouvoir rester dans mon lit parce que j'étais pas bien. Il fallait que je sorte de mon lit. Il y a d'autres gens, ça va être, ils vont rester dans leur lit, ça va être la conséquence. Mais moi, c'était principalement une sorte de ouais, si je reste dans mon lit, en fait, je suis tellement en PLS qu'il faut que je sorte vraiment. Passer une bonne partie de ma vie stressée, à me taper dessus aussi, énormément de culpabilité avant, énormément de honte, de peur. Donc j'ai fait le travail sur moi. Pour combattre ce stress, j'ai essayé pendant des années des routines sportives. À un moment, j'allais à la salle 7 fois par semaine, j'étais réglo au niveau de la bouffe, je dormais bien, mais j'avais plus de vie en fait. Je me suis coupé aussi relationnellement pendant 1 an quasiment, justement pour me guérir des blessures affectives ou ce genre de trucs. Ça en partie marchait et en même temps, je me protégeais. J'étais bien, hein, c'était confortable, j'étais dans ma routine et tout. En même temps, c'était une façon de me protéger du stress. C'est-à-dire que bah, si tu as une routine où tout est cadré, certes, t'es plus stressé, mais il se passe plus rien dans ta vie, quoi. Et donc, ok, si la solution c'est de ne pas vivre pour ne plus être stressé, c'est l'enfer, quoi. Donc, je suis sorti de ça parce qu'en plus, ça m'amenait vers un burn-out, en fait, en réalité. Donc, c'était confortable, mais pas tant que ça. Et donc, toutes mes routines, elles marchaient finalement à court terme, mais c'était de la merde à long terme. Pour vous expliquer comment marche rapidement le système nerveux, il y a Henri Laborie qui l'explique très bien dans Éloge de la fuite. Laborie, c'est comme ça. Il explique que le système nerveux a 3 solutions face à un stress. C'est donc le combat, hop, la fuite et l'inhibition. Bon, désolé pour mon écriture, vraiment c'est un peu catastrophique. Donc le système nerveux, il va soit combattre, fuir ou s'inhiber. Et ça, c'est la réaction face au stress du coup. S'il y a un stress, sauf qu'on voit là-dedans que bah, c'est pas très amusant, quoi. Combat, fuite ou inhibition, c'est pas des dynamiques très marrantes. Et le système nerveux, il est là pour survivre, il n'est pas là pour faire quelque chose d'agréable. Il a trouvé ses résultats suite à une expérience. Vous pouvez aller voir sur internet, expérience des rats de Laborie, où je mettrai un lien. Donc ton système nerveux n'est pas là pour te rendre heureux, il est là pour maintenir sa structure dans le temps, pour se pérenniser. Sauf que les stratégies employées sont parfois des stratégies qui sont très bonnes à court terme, mais très mauvaises à long terme. Et donc, ce qui fait que globalement, on va confondre des stratégies de soins et des stratégies palliatives, des stratégies qui vont nous soulager. Si je prends un merveilleux exemple de stratégie palliative, c'est le Doliprane. Tout le monde comprend. C'est-à-dire que, imagine, tu as une tumeur au cerveau, tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane, tu soignes pas. Juste, tu atténues la douleur et tu maintiens le système dans un truc qu'il ne supporte pas. Et sauf qu'au lieu d'aller se faire soigner et d'aller véritablement regarder ce qui se passe, bah, très souvent, on prend du Doliprane psychologique, en quelque sorte. On a des stratégies psychologiques donc, qui sont de l'ordre du Doliprane, c'est-à-dire qui ne te soignent pas. Et donc, c'est des stratégies qui souvent ne marchent pas à long terme, marchent à court terme et te détruisent à long terme, en fait. Parce que, par exemple, la fuite, donc face au stress, ça peut être, par exemple, des addictions, l'alcool, les réseaux sociaux, des drogues ou ce genre de choses. Ça marche, ça soulage à court terme. Ça permet de survivre. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, tu leur enlèves leur addiction, la personne s'effondre. Donc, là, techniquement, ça marche, ça maintient le système nerveux. Et c'est ce que font aussi les anxiolytiques, hein, c'est maintenir le système dans un truc qui supporte pas. Tu fais un burn-out, ton environnement est toxique, tu restes dedans et tu prends des anxiolytiques. Ça, c'est le meilleur combo. C'est-à-dire que si jamais vous avez des proches ou vous voyez des gens, moi il y en a que j'accompagne, qui n'ont pas de suivi thérapeutique, qui n'ont pas de suivi personnel, alors qu'ils prennent des anxiolytiques, c'est catastrophique. C'est-à-dire que les anxiolytiques ne soignent pas, ils atténuent la douleur. D'un point de vue psychologique, la fuite, ça peut être même porter un masque social, c'est une forme de fuite. Tu portes un masque qui font que tu fais pas les choix pour toi, mais tu fais les choix par défaut parce que le groupe veut que. Et donc tu te retrouves bloqué dans finalement un environnement toxique. L'inhibition, bah, ça va être le fait tout simplement de... La personne inhibée, c'est la personne qui est comme ça, qui est toute recroquevillée. Ça, c'est le cliché de la personne inhibée. Vous regardez des documentaires, parfois il y a des animaux qui s'inhibent face au danger. C'est-à-dire il y a un lion et il y a le bébé singe qui va faire comme ça et qui va se faire tout petit et qui va s'inhiber totalement, qui va faire... En fait, l'inhibition, c'est faites comme si j'étais pas là, quoi. Ou c'est tomber dans une forme d'épuisement chronique parce que souvent l'inhibition, c'est pas la première stratégie adoptée. La première stratégie, ça va être du combat ou de la fuite et ça va amener potentiellement à l'inhibition
qui est finalement un truc où tu te retrouves et tu n'as plus l'énergie de lutter, tu n'as plus d'énergie. Tu vas faire j'existe plus, laissez-moi tranquille quoi. Mais sauf que tu règles aucun problème en faisant ça. Et après le dernier truc c'est le combat. Le combat c'est sans cesse essayer d'agir face à son environnement pour, c'est du combat quoi. C'est s'il y a un adversaire en face qui vous stresse, vous allez vous battre contre. Si c'est le stress finalement qui vous bouffe la vie, vous allez peut-être combattre en faisant des routines militaires, en ayant une hygiène de vie parfaite, en prenant des douches froides. C'est essayer de maîtriser son environnement par la force finalement le combat. Ça peut être tout lister toute sa vie ou ce genre de truc quoi. Et donc très souvent le combat amène à quelque chose qui est donc hop là, on va faire comment? On va faire comme ça, le combat, donc hop là, le combat amène à une stratégie qui pue, qui est le contrôle. Donc le combat amène à une stratégie qui pue, c'est la stratégie du contrôle, c'est-à-dire les routines militaires, tout ce que j'ai décrit. Ça marche à court terme, ça soulage le stress, mais en fait, le prix que tu payes généralement à ça, c'est que tu ne vis plus et que finalement, ça ne t'aide pas forcément. C'est-à-dire, si je prends l'exemple des douches froides, la douche froide, ça marche sur le court terme, c'est-à-dire ça te réveille, ou le jeûne intermittent, ce genre de truc, ça me permet d'avoir plus d'énergie. Mais par contre, en fait, contre-coup, c'est que si tu es déjà stressé, la douche froide, ça augmente le cortisol. Si tu es déjà dans un système qui est épuisé, finalement, tu vas tirer sur tes glandes surrénales qui sont déjà complètement épuisées. Tu vas mettre des méthodes qui t'épuisent encore plus et qui t'aident pas forcément, qui t'aident à court terme à soulager le stress, mais finalement tu règles pas le problème quoi. Tu sais pas pourquoi à la base tu as besoin de combattre, te fuir ou t'inhiber ou que tu as une surcharge de stress. Et donc le contrôle, ça va être des routines, on optimise tout, c'est-à-dire on fait de la science objective, c'est-à-dire on prend ce qui marche dans la science et on se l'applique à sa subjectivité. Pourquoi pas? Il y a des personnes pour qui les méthodes ça va correspondre parfaitement, mais en fait c'est du pile ou face. Et donc c'est les méthodes qu'on trouve partout, dans le développement personnel, en fait c'est tout ce qui est présenté quasiment sur internet en permanence, le biohacking, ce genre de trucs quoi. C'est deviens un surhomme en appliquant des principes de la science. Il y a certaines personnes pour qui voilà ça marche très bien. En fait tu deviens un robot. Tu deviens un robot, tu deviens une machine et donc c'est pas agréable quoi. T'aimerais bien vivre tes émotions normalement, pouvoir passer des journées sans avoir une routine de militaire et ce genre de trucs. T'aimerais bien être un peu plus libre quoi globalement. Si vous employez pas toutes ces routines et que vous avez rien mis en place à ce niveau-là au niveau du contrôle, c'est peut-être très bien d'ailleurs. On va voir après. Finalement du coup le contrôle c'est qu'une manière de mettre un pansement sur une jambe de bois qui est le stress et le stress qui est dû parfois à un environnement toxique par exemple. Hop là. Le stress donc qui est dû, et finalement du coup je devrais faire la flèche comme ça. Le stress qui est dû à un environnement toxique, à une surcharge de stress, à un travail toxique, à des relations toxiques, à je sais pas quoi qui est toxique, ou juste des mauvaises bases. Tu vois, des mauvaises bases de par l'éducation des parents ou ce genre de trucs qui font que tu as une surcharge de stress dans ta vie. Hop là, c'est plutôt comme ça du coup. Tu as une surcharge de stress dans ta vie qui amène le combat à la fuite, l'inhibition. Et donc potentiellement, si tu es dans des stratégies de combat, tu vas être dans le contrôle. En plus, très souvent, les stratégies de combat, donc t'as pas que des stratégies de combat, généralement tu as des stratégies de combat et des stratégies de fuite. Du coup, les stratégies de fuite, ça va être les addictions ou ce genre de trucs. Donc tu vas te retrouver avec des stratégies de combat dans le contrôle et des stratégies de fuite avec des addictions. Tu vas te taper dessus parce que tu as des addictions, tu vas culpabiliser parce que tu n'arrives pas finalement à gérer tes addictions alors que en fait tes addictions sont là pour une bonne raison, pour maintenir un organisme en équilibre, c'est-à-dire que l'addiction fait potentiellement office de compensation. Très souvent c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des expériences qui montrent que les rats ne sont plus addicts à la cocaïne dans des environnements sains. C'est-à-dire qu'on a globalement envie de se fuir quand finalement notre environnement à la base est pourri. Sinon globalement on reste avec soi-même, on est bien avec soi-même. Et donc, toi, tu vas te taper dessus parce que tu as des addictions de fuite, alors que tes addictions de fuite sont principalement là pour t'équilibrer, pour maintenir un état d'homéostasie. L'état d'homéostasie, c'est un état d'équilibre dans l'organisme. L'organisme fonctionne comme ça, il essaye toujours de trouver un état d'équilibre. Et si jamais tu penches comme ça à cause du stress, l'addiction va venir rééquilibrer ton organisme. Et donc, elle est aussi importante, et tant que tu vas pas gérer l'environnement de base, finalement, tu te retrouves dans un truc ultra contrôlant qui est assez toxique. Le stress et l'addiction, c'est des signaux pour te dire il y a quelque chose qui va pas. Et c'est pas juste en endormant ces trucs-là que ça va régler le problème, c'est-à-dire que c'est potentiellement en se déplaçant, en changeant de lieu, en changeant d'environnement, que ça soit un changement d'environnement externe ou un changement d'environnement interne. Et donc globalement, en fait, on adapte aussi des stratégies de contrôle pour faire face à l'anxiété,
pour faire face au stress, et le stress et l'anxiété, c'est pas la même chose en réalité, je vais pas rentrer dans le détail là sur ce truc. Le stress, c'est physiologique, c'est à court terme, l'anxiété, c'est à long terme, c'est de la projection. Et donc, pour limiter l'angoisse de la projection, on va adopter des stratégies de contrôle qui ne changent rien à la nature profonde de notre stress et de notre anxiété, mais qui permettent finalement de visuellement ne pas regarder tous les dangers qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que si tu routinises toute ton existence, tu fais croire à ton système nerveux que tout est prédictible. Et c'est une façon de se rassurer face à l'anxiété. Mais en fait, c'est un faux mécanisme de défense, dans le sens tout n'est pas prédictible. Et à tout moment, tu peux te la prendre par derrière. Hop là. Et tes stratégies de contrôle, comme elles t'ont épuisé avant, parce que tu as essayé de rigidifier ton environnement potentiellement pour te défendre, au moment où il y a le moindre impact qui rentre dans ta zone, bah, tu pètes un plomb parce qu'en fait, tu t'es dit, mais putain, mais j'avais tout contrôlé pour que ça se passe pas comme ça, et finalement, ça se passe comme ça. C'est le principe de la vie, il y a toujours un truc qui va rentrer par derrière. Mais ça peut être la mort, par exemple. Voilà, pour pas être paranoïaque non plus. Et donc, c'est pas la nature du contrôle qui est problématique, c'est depuis quel espace c'est fait intérieurement. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes libre? Parce que le contrôle peut être un très bon esclave, mais c'est un très mauvais maître, comme l'argent. Tout dépend de la relation qu'on a à cette chose-là, le contrôle, les routines, tout ça. C'est depuis quel espace on les fait. Et donc, pour détailler un tout petit peu plus sur le contrôle, c'est vraiment ce qui permet de réduire le nombre de variables dans notre environnement. C'est de réduire, l'objectif c'est de réduire l'incertitude. Sauf que la vie, c'est un système ouvert, c'est-à-dire qu'à tout moment, voilà, ça c'est la vie, et tu vas contrôler toute cette zone ici, là, hop là, ça devient le bordel. Tout ça tu contrôles, bah, sauf que bah, y a toute cette zone qui est exposée, et à tout moment tu te prends un uppercut par la vie qui te démolit le cul. Et donc voilà, tu t'es protégé ici, tu regardes que ici, toi tu es l'observateur, tu te dis « Ah ouais, je suis en sécurité ici, tout va bien, j'arrive à contrôler tout ça. » Ouais, mais la vie, c'est un système complexe, c'est un système ouvert, et à tout moment là, hop, la vie, elle passe par derrière, hop, clac, dans ton cul. Donc non, sincèrement, c'est compliqué. Une bonne partie de la population a des stratégies de contrôle comme ça pour se rassurer, et ils oublient que bah, la vie est d'une complexité absolue et qu'à tout moment tu te la prends vraiment par derrière. Et si tu n'acceptes pas ça, la vie là, bah en fait tu vis pas confortablement parce que tu es tout le temps stressé. Tu es tout le temps stressé en hypervigilance quoi, tu es un peu en hypervigilance, en hyper-contrôle et tout ça. En plus c'est de la merde d'un point de vue relationnel, ces stratégies. Parce que si tu as besoin de contrôle par exemple dans ta vie professionnelle, dans ton environnement et tout, tu as besoin de contrôle aussi dans ta vie perso, et donc ça va avoir un impact sur toi, sur ton partenaire. Le contrôle en fait avec l'autre, ça va être potentiellement de la manipulation, souvent c'est de la manipulation à l'insu, et puis moi j'ai pas une vision de la manipulation du grand méchant qui va te manipuler, souvent c'est des interactions relationnelles qui font que tu te retrouves manipulé, ou qu'il y en a un qui manipule l'autre et souvent les deux se manipulent. C'est le principe des relations pas mal, il y a des modèles qui sont complexes qui étudient tout ça. Et en fait, globalement, le contrôle, la conséquence néfaste du contrôle, c'est que ça détruit tout ce qu'il y a de vivant. Ça, Nietzsche, il parle de dionysiaque, la vie, c'est-à-dire la joie, le plaisir, la danse. Dionysos, c'est le dieu de la fête. Mais en fait, voilà, tu détruis ce qu'il y a de vivant pour pouvoir te sécuriser, sauf que tu ne te sécurises pas réellement, quoi. Et donc mon objectif avec les gens que j'accompagne, c'est pas qu'ils deviennent parfaits ou quoi, c'est juste qu'ils arrivent à vivre correctement dans leur vie, quoi, qu'ils arrivent à se lâcher aussi un peu la grappe, qu'ils arrivent à avancer dans leurs projets sans être tout le temps derrière eux, presque avec un fouet dès qu'ils font mal quelque chose. Ça va être retrouver un rapport au moment présent, réussir à lâcher un petit peu prise et retrouver un petit peu ce truc, bah, la vie, tu la contrôles pas et il va falloir faire avec, quoi. Je suis pas contre les routines, je suis pas contre les méthodes, moi j'en ai utilisé pendant pas mal de temps chez moi, juste tout dépend de la relation qu'on a à ça. Et donc l'objectif c'est de pouvoir retrouver juste un moment où tu peux vivre une journée, une soirée totalement paisible, quoi. Je me rappelle d'un moment, moi, ça a mis du temps de retrouver genre cet état où tu peux profiter du moment présent sans penser à ton taf, à tu montes tel projet, comment tu vas faire, qu'est-ce qui se passe dans l'avenir, en étant bien là, quoi. Bah, je me rappelle d'un Noël, en fait, il y a 2 ou 3 ans, où bah, j'ai passé une soirée de Noël complète sans penser à autre chose que ce que je faisais pendant que je le faisais. Et j'étais là, mais putain, mais quel miracle, ça faisait tellement longtemps que ça n'était pas arrivé. Et donc moi, l'objectif, c'est vraiment d'abord, dans un premier temps, du coup, retrouver un rapport au moment présent sain. Et dans un second temps, si tu veux performer ou quoi, pourquoi pas. Mais en fait, il va falloir d'abord apprendre à vivre bien avec ce qui se passe maintenant. Puisque si t'es même pas là
pendant qu'il se passe des choses, bah, tu peux pas finalement être productif, être performant. Enfin, c'est compliqué, quoi. Si tu es trop stressé, si tu as un rapport au contrôle trop rigide, il n'y a rien qui rentre dans ton environnement, du coup, tu perds des opportunités ou ce genre de trucs. Bon, c'est pas non plus la méthode miracle, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que voilà, tu as l'ensemble de la vie, si tu as un rapport plus sain, mais que ton environnement est toujours pourri, bah bon, bah il faut faire évoluer son environnement, mais c'est pas ça non plus qui va vous sauver, quoi. Et d'ailleurs, ce que j'ai pas dit rapidement, mais le contrôle, c'est une conséquence généralement du mental, de l'anxiété, j'ai dit, mais le mental, donc qui est suractivé, et donc comme le mental est suractivé, il n'y a pas de moment présent, et donc tu n'arrives pas à vivre, tu stresses énormément, tu as un environnement toxique. Ça, c'est super important de se rendre compte que les éléments les plus importants qui arrivent dans notre vie sont généralement ceux qu'on ne contrôle pas. Et je vous renvoie à une de mes vidéos, Nassim Nicolas Taleb, sur le signe noir. C'était un trader, c'est super intéressant, qui a énormément étudié la psychologie, c'était un empiriste. Donc il faut vraiment comprendre un truc, c'est que notre désir de sécurité amène généralement de l'insécurité, qu'il faut réussir à lâcher un petit peu, faut réussir à lâcher, se lâcher un petit peu la grappe. Merci d'avoir suivi ce petit cours. Je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à me contacter du coup.